Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 3 juillet 1793, je garde le calendrier traditionnel, grand soleil sur le Paris révolutionnaire avec néanmoins ces charrettes qu'on voit de chaque jour plus nombreuses dans la capitale et qui transportent leur lot d'hommes et de femmes condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire. En ces débuts de la terreur, la Convention voit des traîtres partout. En ce mardi matin, c'est néanmoins une belle voiture qui s'est arrêtée dans le faubourg Saint-Germain. Des hommes s'affairent à la charger de quelques sacs qui se trouvent sur le palier du 3e étage d'un immeuble, assez modeste immeuble. Et justement, dans l'appartement, une femme de 46 ans est là qui vérifie que tout est en ordre. Elle s'appelle Marie-Jeanne Simon et avec son mari, elle s'apprête à déménager. Il se trouve que son mari et elle, d'ailleurs, ont été nommés ailleurs. Pour le déménagement, il n'est pas nécessaire de prendre beaucoup d'affaires puisque le logement qu'il s'apprête à occuper est déjà entièrement meublé. Il est même très bien meublé. Il faut vous dire que depuis 6 mois, leur nouveau logis est libre puisque l'ancien occupant a été guillotiné un certain 21 janvier 1793 et vous m'avez compris, le logement qu'il s'apprête à occuper était celui du défunt roi Louis XVI. Ainsi, Marie-Jeanne et son mari vont occuper ces quelques pièces qui se trouvent au 2e étage de la tour du Temple. Leurs voisins, ce seront le reste de la famille royale qui est enfermée dans cette prison du Temple. Et c'est justement pour s'occuper d'un des membres de la famille royale que les Simon s'installent dans cet endroit lugubre, la tour du Temple, au milieu de cet enclos du Temple, vraiment une espèce de grande donjon absolument horrible. 2 jours plus tôt, la Convention nationale avait demandé à la Commune de Paris de désigner des instituteurs républicains, je dis bien des instituteurs républicains, chaque mot a son importance, à l'attention du petit dauphin. Celui-ci était devenu le centre de toute l'attention depuis la mort de son père, puisqu'il est encore une fois, pour tous ceux qui croient aux traditions, il est l'héritier du trône de France, ce qui veut dire que, pour ceux qui sont ses partisans, il est devenu le roi Louis XVII. Ça fait 6 mois maintenant que cette situation dure. La Convention est parvenue à déjouer toutes les tentatives qui visaient à faire évader le petit garçon et à le rétablir sur le trône de France. Pour rendre impossible cette solution, la Convention se dit que la meilleure façon de procéder, c'est encore de faire du principal intéressé de ce petit Louis-Charles un bon républicain. Et c'est le couple Simon qui a été choisi pour servir d'éducateur à ce petit prince dont on veut faire un bon citoyen. Le mari Simon, qui est cordonnier de profession, est un proche de Chaumette, le nouveau procureur de la commune. Chaumette ne doute pas du tout de l'honnêteté républicaine de son ami, et de plus, et ça c'est un argument de poids, sa femme, Madame Simon donc, on va dire maintenant la citoyenne Simon, est réputée pour l'époque excellente ménagère et très bonne cuisinière. Donc tout ça, ça fait une complémentarité parfaite. Le couple Simon est donc mandé auprès de ce petit garçon. Monsieur Simon va déclarer « Je veux lui faire donner quelque éducation, je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang. » Ça, c'est fort encore. Lui faire perdre l'idée de son rang. Autant dire que cet homme-là est prêt pour sa nouvelle mission. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, à travers les rideaux de la voiture, Madame Simon aperçoit Paris qui défile, on traverse la Seine, on s'enfonce dans le quartier du Marais, jusque donc à cette prison du Temple, où l'on est joyeusement accueillis. On leur présente leurs appartements donc au 2e étage de la tour. Jamais ils n'avaient pu profiter d'un si beau mobilier, de si bons fauteuils et d'un si bon lit. On leur annonce également leur nouveau salaire, 6 000 livres par an pour monsieur, 4 000 pour madame, pour le citoyen et la citoyenne, devrais-je dire. Pour le moment, Louis XVII est encore avec sa mère et avec sa tante et avec sa sœur à l'étage supérieur. Sauf qu'après le dîner, qui est le repas de la mi-journée, il est décidé qu'on aille le chercher. Voici ce qu'on peut lire dans le procès-verbal qui concerne le début de soirée de ce 3 juillet 1793. Nous, commissaires de service, sommes entrés dans l'appartement de la veuve Capet.
à laquelle nous avons notifié l'arrêté du comité de salut public de la Convention nationale du 1er juillet en l'invitant à s'y conformer. Après différentes instances, la veuve Capet s'est enfin déterminée à nous remettre son fils qui a été conduit dans l'appartement désigné par l'arrêté du Conseil de ce jour-d'huit et mis entre les mains du citoyen et de la citoyenne Simon qui s'en sont chargés. Nous observons au surplus que la séparation s'est faite avec toute la sensibilité que l'on devait attendre dans cette circonstance où les magistrats du peuple ont eu tous les égards compatibles avec la sévérité de leurs fonctions. Qu'en termes administratifs, ces choses-là sont dites derrière cette simple phrase. On imagine la crise terrible, le déchirement de cette séparation, l'arrachement de cet enfant à sa mère. D'ailleurs, plus jamais, Louis-Charles ne reverra Marie-Antoinette. Elle sait de toute façon que le destin de son mari sera aussi le sien. Et ce sont des adieux qu'elle a fait, en quelque sorte, à son fils. Dans sa biographie de Louis XVII, Hélène Becquet écrit « Le procès-verbal des municipaux chargés d'enlever Louis XVII à sa mère frappe par son sens aigu de la litote. Malgré sa réserve habituelle, la sœur du prince en livre une toute autre version. Il a fallu une heure aux municipaux pour venir à bout de la résistance de la reine qui s'était placée devant le lit de son fils de façon à les empêcher de s'en approcher. L'enfant pleure, il se débat, tandis qu'on l'emmène loin de sa famille. Désormais, la mission des Simon va pouvoir commencer, faire de Louis-Charles un bon petit républicain. Vous écoutez Radio Classique. C'est une véritable mission de rééducation qu'on a confiée aux époux Simon sur la personne de ce jeune citoyen Louis-Charles, ci-devant Louis XVII, si tant est d'ailleurs qu'on puisse ainsi l'appeler, puisque aux yeux des révolutionnaires, il n'a jamais été Louis XVII, bien entendu. Les premières semaines se passent tant bien que mal. On fait en sorte de séparer Louis-Charles du reste de sa famille, bien sûr. Vous avez bien compris que sa mère, Marie-Antoinette, sa tante, Madame Élisabeth, et sa sœur, qu'on appelle Madame Royale, logent dans les étages supérieurs. Elles ne peuvent apercevoir l'enfant qu'à travers les petites fenêtres grillagées lorsqu'il se promène dans la cour du Temple. Il a 10 ans, Je vous ai peut-être pas dit qu'il avait 10 ans, Louis-Charles. Bref, les premiers jours se passent plutôt pas mal. C'est Simone Berthière, dans son admirable ouvrage Marie-Antoinette l'insoumise, qui nous dit « L'enfant qui aime à plaire est ravi qu'on s'occupe de lui. Les Simons n'ont rien à faire d'autre, pas de leçons. L'instituteur serait bien en peine d'enseigner quoi que ce soit à un élève qui en sait déjà beaucoup plus que lui. Si pourtant, il lui apprend tous les chants du répertoire révolutionnaire. On ne lui impose aucune contrainte, il peut courir, sauter, jouer toute la journée. Ses nouveaux tuteurs ne savent que faire pour le distraire. Ils lui procurent un petit chien, des oiseaux, des poulets. Bientôt, Simon découvre dans l'ancien palais du grand prieur un fabuleux jouet. Une grande cage contenant une serinette, c'est-à-dire un de ces automates musicaux destinés à dresser les oiseaux chanteurs. L'engin ne marche pas, qu'à cela ne tienne. La commune paiera 300 livres à un horloger pour qu'il remette l'oiseau mécanique en état d'agiter la tête, de battre des ailes et de siffler la marche du roi. Bref, vous voyez que pour le moment, les choses ont l'air de plutôt bien se passer, sauf que la Révolution continue son chemin, elle, pendant ce temps. Et le 13 juillet, ça ne s'invente pas, de cette année 1793, c'est l'assassinat de Marat, par Charlotte Corday, bien entendu. En pleine nuit, plusieurs gardes nationaux veulent entrer de force au temple pour s'assurer que Louis XVII est toujours là, qu'il est bien enfermé, et c'est Marie-Jeanne Simon qui va les empêcher d'entrer dans la chambre de l'enfant. Le lendemain, c'est l'anniversaire du 14 juillet. Ils reviennent, tous ces gardes nationaux, avec un canon cette fois, et la garnison qui est là en bas les arrête. Le 2 août, Marie-Antoinette est emmenée à la conciergerie, début pour elle de ce chemin de croix extraordinaire qu'est la fin de la vie de l'ancienne reine. Donc vous voyez, l'atmosphère sombre au possible, très anxiogène comme on dirait nous aujourd'hui. Le cordonnier Simon va se remettre à boire d'ailleurs, et quand je dis à boire, il boit le soir, mais aussi le midi et même le matin. C'est un alcoolique notoire. Il était parvenu à réduire sa consommation dans les débuts de sa nouvelle mission, seulement ce climat
climat délétère, le poids de l'atmosphère irrespirable. Après tout, ils vivent dans une prison, les Simon, même s'ils ont le joli appartement de l'ancien roi Louis XVI. Bref, tout ça ont fait que Simon a repris la boisson. Quant à son épouse, elle a beau prendre soin de Louis-Charles comme elle peut, elle n'en assiste pas moins au ravage que produit l'alcool sur son mari. Lui-même, d'ailleurs, Simon, il va se mettre à faire boire l'enfant. Ce qui fait que l'état de santé de ce petit garçon se met à se dégrader. Dans son ouvrage intitulé « La famille royale au temple, le remords de la Révolution », voici ce qu'écrit Charles-Éloi Vial. « S'il fut correctement nourri, et si son linge fut plusieurs fois blanchi, il n'était désormais plus question de bain chaud, et le petit garçon connut de nouveaux problèmes d'hygiène, la femme Simon étant bien moins regardante que Marie-Antoinette. Il tomba donc malade, et le resta durant le reste de l'été 93. Son état avait déjà été jugé suffisamment inquiétant pour qu'une garde malade fût appelée à son chevet. » À la fin de l'été, on est en train de préparer le procès de Marie-Antoinette. Simon, l'époux Simon, passe à l'étape supérieure dans cette éducation qu'on lui a donné la charge de conférer à Louis-Charles. Le jeune enfant devra comparaître devant le jury qui est chargé de juger sa mère. Autant vous dire qu'il y a tout intérêt à ce que son témoignage aille dans le sens des accusations du tribunal révolutionnaire. Il est toujours plus ou moins alcoolisé, Simon. Il est entre deux vins. Il se met à enseigner tous les chants révolutionnaires possibles à son petit élève. Et à l'étage supérieur, celle qu'on appellera Madame Royale, Marie-Thérèse, la sœur de Louis-Charles, témoigne. « Nous l'entendions chanter avec Simon », écrira-t-elle, « la Carmagnole, l'air des Marseillais et mille autres horreurs. Il le faisait chanter aux fenêtres pour être entendu par la garde, et il lui apprenait à prononcer des jurements affreux contre Dieu, contre sa famille et contre les aristocrates. » Le cordonnier Simon apprend de telles horreurs à Louis XVII que même les autres révolutionnaires qui sont là autour sont choqués d'entendre les vulgarités qu'on place dans la bouche de cet enfant. Alors qu'il joue dans sa chambre avec le municipal d'Aujon, il entend du bruit dans les étages supérieurs et à ce moment-là, on l'entend déclarer, pardonnez-moi d'employer cette expression, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on est descendu dans cette affaire. Il dit « Est-ce que ces sacrés salopes-là ne seront pas encore guillotinés ?» Il parle quand même de sa mère, de sa tante et de sa sœur. Enfin maintenant, il n'y a plus que sa tante et sa sœur, mais ça, il ne le sait pas, car il n'est pas au courant que sa mère a été transférée à la conciergerie. Alors, on ignore si l'épouse Simon approuvait les méthodes horribles de son mari. Ce qui est sûr, c'est qu'elle continue plus ou moins à s'occuper de l'enfant. Matériellement, on peut pas dire que Louis-Charles manque de quoi que ce soit. Elle est un peu protectrice. Je pense qu'on doit pouvoir dire qu'elle fait aussi bien qu'elle peut. Seulement, le cordonnier, lui, poursuit son œuvre. Et dans le cadre du procès de Marie-Antoinette, on va pousser cet enfant à aller dire des horreurs, à aller dépeindre la reine comme une mère épouvantable. Simon va pousser l'enfant dans le mensonge. Il va lui faire accuser sa mère et sa tante d'inceste sur sa personne. Le 6 octobre, le petit Capet est donc présenté au maire de la commune de Paris. L'enfant répète tout ce que Simon lui a appris par cœur et devant toutes ces horreurs, Louis-Charles ne sait plus trop distinguer le vrai du faux. Ça fait maintenant 4 ans qu'il a été embarqué dans cette aventure révolutionnaire, qu'il l'a ballotté à droite à gauche. Il a subi d'abord l'arrachement de ce père qu'il aimait tant. Bref, vous avez bien compris qu'on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi, et ça, Simon l'a parfaitement compris. 10 jours plus tard, le 16 octobre 1793, sa mère est condamnée à mort. Elle est exécutée dans les heures suivantes, mais lui, ça, il ne le sait pas. Franck Ferrand sur Radio Classique. Marie-Antoinette a été guillotinée à l'automne, le 16 octobre. Vient ensuite cet hiver 93-94 qui va plonger la prison du Temple dans le grand froid et Marie-Jeanne Simon tombe malade. Elle doit être alitée plusieurs jours et c'est son mari à ce moment-là qui a la charge entière de l'enfant. Il y a un médecin qui est venu soigner Marie-Jeanne et qui racontera avoir été horrifié par la façon dont l'époux Simon s'occupait de cet enfant. Son témoignage se trouve aujourd'hui dans les archives nationales. Il
il raconte avoir dû s'interposer entre Simon complètement ivre et Louis-Charles. Simon, à ce moment-là, aurait crié au visage de l'enfant « Malheureuse vipère, il me prend envie de t'écraser la tête contre ce mur, car j'ai bien peur que tu ne ressembles à ton père. » Vous voyez un peu l'ambiance. Tout ça est assez affreux, il faut bien dire. Le rétablissement de l'épouse Simon va permettre qu'elle reprenne un peu de service auprès de l'enfant. Et pendant ce temps, le climat politique ne cesse de se tendre avec cet avenir politique du comité de salut public de plus en plus incertain et Robespierre de plus en plus aux abois. L'époux Simon, dans ces moments de lucidité, doute de l'avenir, il n'est pas certain qu'il va rester dans cette prison du Temple et il est encore moins certain qu'y rester soit un gage de sûreté. Les rumeurs des évasions concernant l'enfant royal sont très nombreuses. On accuse parfois les Simon de collaborer à ces espèces de tentatives d'évasion et le cordonnier n'avait pas été du tout préparé à cette espèce de, à cette vie publique, à cette exposition. Il va présenter sa démission du poste d'instituteur, car c'était son titre. Il présente sa démission le 5 janvier 1994, c'est-à-dire 6 mois, jour pour jour après sa nomination. Et on va accepter la démission et les époux Simon ne seront pas remplacés. Le dimanche 19 janvier 1793, lorsque la femme Simon quitte la prison du Temple en compagnie de son mari, le temps est épouvantable, c'est un départ précipité. Le mari boit toujours, tandis que Marie-Jeanne, comme à son habitude, essaie de s'occuper de toutes les affaires. Et comme elle le dira plus tard, elle quittait à contre-cœur cet enfant auquel elle avait fini par s'attacher parce qu'il était très attachant, Louis-Charles, que sa mère, autrefois, sous de tout autres cieux, s'était mise à appeler chou d'amour, vous savez. C'est la dernière personne, Madame Simon, Marie-Jeanne, qui ait pris soin de cet enfant. À partir de là, c'est la déréliction totale. Louis XVII resta seul, dénué de linge et de vêtements, privé de tous les soins nécessaires à son âge, entièrement livré aux caprices des guichetiers. Personne ne faisait son lit, personne ne balayait sa chambre, ses draps n'étaient jamais changés. Soir et matin, on lui jetait plutôt qu'on ne lui présentait une nourriture grossière et chaque jour, de nouveaux commissaires remplaçaient pour la garde de la tour ceux de la veille, sous prétexte qu'ils devaient s'assurer de l'existence du jeune captif à toutes les heures du jour et quelquefois pendant la nuit, il venait crier à la porte de sa chambre « Capet, Capet, es-tu là ?» Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les époux Simon, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, nous les montre retournant dans leur ancien appartement du faubourg Saint-Germain. Tout le monde les questionne, évidemment, sur ce qu'ils ont fait au Temple, et du coup, ils se mettent à éviter de sortir de chez eux. L'époux Simon reste un fervent soutien de Robespierre, ce qui fait qu'au moment du 9 Thermidor, il va être lui-même arrêté, puis guillotiné le même jour que Robespierre et Saint-Just. Et Marie-Jeanne, on va l'inquiéter, mais elle est veuve, évidemment. On vient la chercher à son domicile, elle va rester en prison pendant 1 mois et en sortir en très mauvaise santé, incapable de travailler désormais. Elle est chassée de son appartement, elle va avoir une chambre à l'hospice des Incurables où elle restera jusqu'à la fin de sa vie. Le 8 juin 1795, le dauphin meurt donc dans sa prison du Temple. Marie-Jeanne l'appellera toute sa vie « Mon Charles ». Sous la Restauration, à partir de 1815, vous savez qu'on se met à beaucoup parler de tout ce qui a pu se passer au Temple. Les royalistes viennent voir cette espèce de témoin qu'elle a pu être, cette Marie-Jeanne qui avait tenté plus ou moins de prendre soin en prison de Louis XVII. La mémoire de son mari est très ternie. Marie-Jeanne, de son côté, n'évoque pas beaucoup son rôle ni ses actes auprès du fils de Louis XVI. Elle meurt le 10 juin 1819, donc à l'hospice des Incurables, à l'âge de 74 ans. Il n'est pas certain qu'elle ait emporté avec elle seulement de beaux souvenirs. Vous écoutez Radio Classique.